Tout d'abord, salam alaikum, bonjour à tous, honorable assistance, chers confrères, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie Monsieur le Président de la CMP Chleuv, je remercie tous les membres de m'avoir convié. J'ouvre le bal de la journée qui, j'espère, sera fructueuse pour nous tous, et j'en suis sûre d'ailleurs. Donc, on va commencer à parler de l'accompagnement et le monitoring du diabète gestationnel. Je ne pouvais pas aborder cette question sans vous faire un petit rappel de la nouvelle définition, relativement nouvelle. Donc, c'est juste pour faire la part des choses entre un diabète qui est connu avant la grossesse, donc une patiente diabétique de type 1, de type 2 ou autre, qui fait une grossesse, et à côté de cela, une autre entité qui est une hyperglycémie qui apparaît pendant la grossesse, donc qui est découverte pendant la grossesse. Et là aussi, ça peut être un diabète qui est préexistant, juste méconnu. Donc, elle était diabétique, mais elle ne le savait pas. Ou alors, c'est un réel diabète gestationnel, donc c'est un trouble du métabolisme glucidique qui est imputable à la grossesse. Ça peut être là aussi un diabète gestationnel précoce, donc qui apparaît au premier trimestre déjà, ou ce qu'on appelle communément un diabète gestationnel vrai, donc qui est diagnostiqué à partir de 24 semaines. Pourquoi la question est importante? Eh bien, au-delà des risques materno-fétaux dont on va parler maintenant, c'est les risques aussi métaboliques en postpartum, que ça soit pour la maman ou pour le nouveau-né d'un diabète gestationnel. Donc, et là, tout au long de ma présentation, je vais faire la part des choses entre un diabète qui est préexistant et un diabète gestationnel vrai. Pour le diabète gestationnel, ce qu'on craint le plus, comme vous le savez, c'est la macrosomie et les complications de la grossesse, donc un ABRT, une prééclampsie. Quand c'est un diabète qui est préexistant, eh bien, ce qu'on craint le plus, surtout, c'est le risque malformatif qui augmente de façon exponentielle avec le déséquilibre glycémique de la patiente. Donc, plus son hémoglobine glyquée est élevée en préconceptionnel, plus le risque malformatif est élevé là aussi. D'où l'importance, justement, de cette consultation préconceptionnelle et cette programmation de grossesse. Autre point que je me devais d'aborder, c'était la stratégie de dépistage. Chez qui dépiste-t-on un diabète gestationnel? Bien, il faut des facteurs de risque, vous le savez bien. Donc, c'est chez les femmes qui ont au-delà de 35 ans, qui sont en surpoids ou obèses, donc à partir d'un IMC à 25, qui ont un antécédent de diabète de premier degré, qui ont des antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie. Vous voyez là que ça concerne quand même un nombre important de patientes. On fait quoi? On fait, comme vous le savez, une glycémie en T1, donc dès le début de grossesse. Si ma glycémie à jeun est égale ou au-delà de 1,26, on peut parler d'un diabète qui est avéré, découvert lors de la grossesse. Donc, elle était diabétique mais méconnue. Si ma glycémie à jeun est entre 0,92 et moins d'un 26, là, on pourrait parler de diabète gestationnel précoce, donc par antagonisme avec diabète gestationnel avéré qui est déclaré plus tard. Si ma glycémie en T1 est inférieure à 0,92, c'est bon, mais on ne s'arrête pas là. On n'oublie pas que c'est une patiente à risque. Donc, entre 24 et 28 semaines, on devra faire la fameuse HGPO sur 75 grammes de glucose. Et si on a un de ces trois chiffres qui est au-delà de la norme, on peut parler de diabète gestationnel. Si la glycémie, donc déjà à jeun, est supérieure à 1,26, là aussi, on peut parler d'un diabète qui était préexistant. Surtout si on n'a pas dépisté la patiente en T1. Là, je m'arrête quelques secondes juste pour parler des modalités de la GPO. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, je reçois encore des patientes à qui on demande d'aller manger, de revenir.
Et là, récemment, une des patientes chez qui donc, on met du sucre dans de l'eau, on lui demande de boire. Donc, il faut insister. Ou alors qu'il revient chez elle et qu'il revient pour se faire piquer quand elle habite à côté du labo. Il faut faire attention aux modalités de prélèvement. Donc, c'est du sérum glucosé. La patiente doit être au repos et prélevée au temps requis. Nous allons parler maintenant du vif du sujet qui est l'accompagnement et le monitoring du diabète gestationnel. Comme je l'ai dit tout au long de ma présentation, je vais faire la part des choses entre un diabète préexistant et un diabète gestationnel. Par exemple, en préconceptionnel, on va insister chez les patientes diabétiques sur l'importance de la consultation préconceptionnelle. Donc, chez toute femme diabétique en âge de procréer, dès qu'il y a déjà un projet de mariage, il faut lui inculquer les principes d'équilibre diabétique en préconceptionnel. Idéalement, l'objectif, c'est d'atteindre une hémoglobine glyquée, ça dépend des recommandations, entre 6 et 6,5. Et aussi, il faudrait, si elle est en surpoids ou obèse, insister sur les règles diététiques afin d'avoir un BMI donc dans la norme avant la grossesse. Aussi, il faudrait faire un bilan lésionnel, que ce soit un diabétique de type 1 ou de type 2, sur toutes les complications, rétinopathie, néphropathie, dyslipidémie, HTA. Et pour les diabétiques de type 1, une TSH pour détecter une thyroïdite auto-immune. Il est recommandé aussi de supplémenter en acide folique, donc avant la grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et si vraiment ma grossesse est imminente, arrêter ou switcher toute thérapeutique tératogène. Pour le bilan lésionnel, donc il faudra rechercher un foyer infectieux, faire un fond d'œil, voire une angiographie, un bilan rénal, un bilan cardiovasculaire, une hémoglobine glyquée, une TSH, comme je l'ai dit. La gynéco, quant à elle, peut demander des sérologies. Pourquoi? Parce qu'il reste des contre-indications, que ce soit relatives ou absolues, à la grossesse, qui sont donc une néphropathie sévère, une HTA qui serait mal contrôlée sous trithérapie, des complications macroangiopathiques là aussi instables, ou une rétinopathie proliférante mal contrôlée. Quant au suivi de la grossesse, donc ma patiente est enceinte, là le suivi, il faudrait idéalement qu'il soit multidisciplinaire. Normalement, il devrait être conjoint entre le diabéto, le gynéco, la sage-femme et même une diététicienne. Donc là, moi je vais vous parler du suivi du diabétologue et du gynécologue obstétricien. Pour le diabétologue, il s'agira essentiellement de ces 4 items. Donc, on va aborder la question de la diététique, de l'activité physique, de l'autosurveillance et, si nécessité, on devra traiter. Pour les changements de mode de vie alimentaire, eh bien, il s'agira essentiellement d'un rééquilibrage alimentaire. Donc, on va calculer les besoins énergétiques de ma patiente qui oscilleront entre 1800 et 2000 kilocalories jour. Bien entendu, ça dépendra de l'activité et de l'IMC de ma patiente. Ces besoins vont augmenter progressivement avec la grossesse. Et les messages que je voudrais passer, c'est de ne jamais descendre en premier en dessous de 1600 calories par jour. Et en second, de ne pas être très restrictif avec la patiente, on va le voir par la suite. On peut lui conseiller donc de fractionner son alimentation en 3 repas principaux, éventuellement avec 2 ou 3 collations, favoriser les aliments index glycémique bas et favoriser l'apport de fibres, tout en respectant les proportions donc, de kilocalories entre les glucides, les protéines et les lipides. Donc, on maintiendra toujours un apport glucidique, mais de qualité. Il est tentant de vouloir réduire de manière excessive les apports en glucides afin d'éviter l'insulinothérapie. Donc, et par la patiente et par le médecin, on va être très restrictif, on lui dira pour ne pas aller à l'insulinothérapie. Alors que c'est dangereux déjà, elle peut cétoser et il peut y avoir aussi des complications pour elle et pour son bébé. Le deuxième message, c'est de ne jamais vouloir faire maigrir une femme enceinte, quel que soit son BMI, même si elle est obèse.
Bien entendu, il faudra restreindre le nombre de kilos pris par grossesse. Par exemple, une patiente en norme poids peut prendre de 11 jusqu'à 16 kilos. Par contre, une patiente dite en obésité ne devra pas dépasser les 9 kilos. Si vous êtes intéressé par la question, il y a un papier de la SFD qui est en accès libre sur la nutrition du diabète gestationnel qui est assez concis. À côté de cela, il faudra conseiller une activité physique toujours conjointement avec l'accord de son obstétricien, bien entendu. Parfois, il y a des contre-indications sans raison, alors qu'il est préconisé, il est recommandé chez toute patiente donc diabétique enceinte de pratiquer 150 à 180 minutes d'activité physique par semaine qui peuvent être réparties en 3 séances. Bien sûr, on privilégiera l'activité physique douce, une marche, de la natation ou même de la gym douce et on évitera les activités à risque de chute ou de choc. Et grâce à ces changements de mode de vie, on arrive à équilibrer un diabète gestationnel, je dis bien diabète gestationnel, dans 70 à 85% des cas. Donc, d'où l'importance justement de ce changement de mode de vie. L'autre partie maintenant, c'est l'autosurveillance, éventuellement la thérapeutique. Pour l'autosurveillance, il s'agira de faire 4 à 6 points glycémiques par jour avec des objectifs qui sont les mêmes pour le diabète gestationnel, pour un diabétique de type 1 ou de type 2, donc à jeun ou en préprandial inférieur à 0,95 et 2 heures en postprandial inférieur à 1,20 g. Dans le diabète gestationnel, si j'arrive à mes objectifs que je viens de citer en une semaine, donc si j'arrive à atteindre mes objectifs avec les mesures hygiéno-diététiques, eh bien c'est très bien. Je peux allonger le suivi à 15 jours, voire même si ma patiente est très équilibrée à 1 mois. Si je ne rentre pas dans mes objectifs, donc si j'ai des hyperglycémies, là, il va falloir traiter. Traiter quoi? Eh bien, on va traiter là où on a des points d'hyperglycémie. Il y a des patientes qui poursuivent toute leur grossesse juste avec des glycémies postprandiales du dîner qui sont élevées. Donc, on donnera une rapide juste au dîner. Et il y a des patientes qui vont finir leur grossesse uniquement avec des glycémies à jeun élevées. Donc, on donnera une basale. D'accord? Donc, ça sera au cas par cas. Qu'en est-il de la polémique des ADO? Eh bien, si on veut revoir les recommandations, tout ce qui est thiazolindione, inhibiteur DPP4, inhibiteur d'SGLT2 et même les GLP-1 sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Parlons maintenant du gluburide et de la metformine. Là, vous savez que maintenant en Algérie, on a l'autorisation de donner ou de maintenir une metformine chez une femme enceinte. Pour les études, eh bien, ça n'a pas démontré plus de risques malformatifs ou d'ABRT chez les femmes qui étaient sous metformine. Par contre, une légère élévation du risque de petits pas de naissance. Et aussi, ce qu'on a remarqué, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas assez de recul par rapport au devenir métabolique des enfants dont les mamans étaient sous metformine. J'ai repris là pour vous le CRAT, donc le centre de référence des agents tératogènes que vous devez connaître. Donc dès qu'on hésite sur une thérapeutique, on va sur le site et on regarde. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la metformine? Ils disent déjà que la concentration de metformine chez une femme enceinte, chez le bébé, chez le fœtus, peut être au-dessus de la concentration de la maman. Il n'y a pas de risque malformatif qui a été retrouvé, mais ils nous laissent le choix. Donc, ils nous donnent la balle dans notre camp. Ils disent que c'est au cas par cas et c'est au médecin de juger. Donc, là aussi, ils disent d'étudier ça au cas par cas et selon les besoins. Un avis qui n'est pas scientifique et juste personnel, c'est que je me dis que si chez une femme enceinte, il y a des polémiques sur du paracétamol, sur les tisanes, sur la menthe polio, donner voilà, un traitement chimique quand on peut l'éviter, pourquoi pas? Donc si on n'a pas le choix, peut-être si la patiente n'est pas assurée, elle a du mal à disposer d'insulinothérapie, peut-être ça serait discuté. Sinon, personnellement, j'éviterais. Concernant l'insulinothérapie, eh bien, selon les recommandations,
il est préférable de proposer des insulines qui ont des RCT, donc des études contrôlées randomisées, qui ont bénéficié de RCT chez la femme enceinte. Là, je vous ai repris ce tableau donc, qui démontre les insulines qu'on peut prescrire chez la femme enceinte, classées en B donc, et en C. Là, il y a des petites modifications parce que le tableau il date de 2016. Par exemple, pour la Décludec, il y a eu une étude par la suite qui lui permet d'être proposée à la femme enceinte. Comment on initie l'insulinothérapie? Eh bien, c'est là, comme je vous l'ai dit, le schéma, il n'y a pas de schéma qui est recommandé. Ce qu'on sait, c'est que les besoins en insuline vont augmenter tout au long de la grossesse, dû à l'insulinorésistance. On proposera, si on doit mettre sous basal, 0,1 unité kilo. Si on doit mettre une rapide, donc au repas le plus hyperglycémiant, comme on dit, entre 2 et 4 unités. Puis, le suivi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le suivi de grossesse, si ma patiente est sous diabète, présente un diabète gestationnel bien équilibré, sous régime diététique, son suivi est similaire à toute autre femme enceinte. Si elle est déséquilibrée, on fera attention plus à la protéinurie, aux tensions artérielles et on fera une échographie en plus, je vais en parler plus tard. Si c'est un diabète par contre qui est préexistant, là aussi ça change. Donc là, il faudra monitorer les complications chroniques et d'éventuelles complications aiguës. Pour les complications chroniques, par exemple pour la rétinopathie, on sait que la grossesse augmente le risque de développer une rétinopathie de 10 à 20% et l'aggrave dans 25 à 80%. Et ce qui est retrouvé, c'est que même en postpartum, donc même quand la patiente a accouché, le risque d'aggraver une rétinopathie persiste. Donc ce qui est recommandé de faire, c'est si la patiente n'a pas de rétinopathie, on fera un suivi, un fond d'œil trimestriel et puis 3 mois en postpartum. S'il a une rétinopathie diabétique minime ou modérée, cette fois-ci, on fera une surveillance mensuelle avec un fond d'œil en 3 mois et 6 mois postpartum. Si c'est une rétinopathie préproliférante, il faudra agir, voire lasériser, et éventuellement en T2, donc en 2e trimestre. Concernant la néphropathie, donc il n'y a pas d'études qui retrouvent une aggravation de la néphropathie chez la femme enceinte. Par contre, il y a le risque de prééclampsie et le risque d'hypotrophie fétale. Les IEC et les ARA2, comme vous le savez, sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Pour la coronoropathie, là aussi, il n'y a pas de risque d'aggravation. Par contre, je reviens sur les consultations préconceptionnelles où il est important de dépister avant. Pour la neuropathie aussi, il n'y a pas de surrisque. Par contre, il y a un risque d'infection urinaire qui est majoré. Maintenant, les complications aiguës, ils sont surtout inhérents à la patiente diabétique de type 2. Et autant on aura peur des hypoglycémies, on aura aussi peur de l'acidocétose parce que la patiente va pouvoir cétoser à des glycémies moindres, pas à 2,5 mais vers les 2 grammes. Donc en cas de douleur abdominale ou de vomissement, ne pas hésiter à faire un Labstix. Un petit mot sur la prééclampsie. Donc, une patiente qui présente un diabète gestationnel ou qui est diabétique de type 1 ou de type 2, surtout si elle a une rétinopathie ou une néphropathie diabétique, est à sur-risque de développer une prééclampsie. Donc, les IEC, les ARA2 et les diurétiques sont déconseillés. On conseillera pour la prise en charge un inhibiteur calcique, donc l'anifédipine en première intention ou des bêta bloqueurs aussi, donc surtout s'il y a un risque d'ABRT. Les hypolipémiants sont contre-indiqués là aussi chez la femme enceinte. Pour les recommandations, il est recommandé aussi de mettre les patientes diabétiques, donc toutes les patientes diabétiques qui sont enceintes sous aspirine, donc de la 12e à la 16e semaine de gestation afin justement de prévenir cette fameuse prééclampsie. Maintenant, je passe au suivi obstétrical, donc du côté du gynéco. Qu'en est-il des échographies? Là, en pratique, ce qu'on voit, c'est que les femmes enceintes qui présentent un diabète gestationnel, elles ont pratiquement des échographies une fois par mois, même si elles sont bien équilibrées. Donc là, je voulais revenir sur les recommandations. Une patiente qui fait un diabète gestationnel qui est bien équilibré, son suivi est le même qu'une femme enceinte ordinaire, entre parenthèses. Donc, on ne fera pas plus que les échographies conventionnées. Si elle est déséquilibrée, par contre, on fera
une échographie en plus qui est celle de 36 à 37 semaines afin d'estimer le poids fœtal pour décider du mode d'accouchement, par exemple. Aussi pour le RCF, si elle est sous régime seul bien équilibré, il n'y a pas d'utilité pour le RCF. Si elle est déséquilibrée, on fera un ERCF par semaine après 32 semaines. Pour bien sûr la diabétique de type 1, ce n'est pas pareil. Donc j'essaie à chaque fois de vous montrer la petite différence. J'espère qu'il n'y aura pas de confusion. Comme quoi chez une patiente diabétique, la surveillance, elle est plus ardue qu'un diabète gestationnel. Donc un trouble métabolique inhérent à la grossesse. Donc on fera l'échographie en T1, l'échographie entre 6-19 semaines, l'échographie à 22 semaines et une autre à 25-26 semaines. Par la suite, si elle est déséquilibrée, on pourra éventuellement en faire une par mois. Pour les ERCF, là aussi, on pourrait en faire à partir de 32 semaines, selon que la patiente a des complications ou pas, entre 1 à 2 ERCF par semaine. Qu'en est-il du terme et de mode d'accouchement? Est-ce qu'on doit déclencher l'accouchement? Eh bien, pour le diabète gestationnel, là aussi, donc je pense que c'est l'idée qu'il faut garder. Quand elle est bien équilibrée sous régime seul, ça rejoint les autres femmes enceintes, donc il n'y a pas lieu de déclencher. Donc on peut laisser la femme enceinte arriver à terme. Si elle est mal équilibrée, on arrivera à 38 semaines révolues, donc à 39 semaines, il faudra éventuellement déclencher par la suite. Pour là aussi pour le DT2, ça se fera au cas par cas, on renforcera si la patiente est déséquilibrée, et là aussi on sera amené à déclencher à 38 semaines révolues. Pour le mode d'accouchement, les césariennes ne sont pas systématiques, même si ma patiente a déjà fait une césarienne et une seule, et elle présente aussi un diabète gestationnel. Donc ce n'est pas systématique, on se réfère au poids fœtal estimé par échographie. Donc s'il dépasse les 4,250 kg, voire 4,500 kg, là on pourra discuter la césarienne. Pour la diabétique de type 1, là aussi, comme je l'ai dit, ça diffère. Donc, on fera plus attention. On la fera arriver à 38 semaines révolues. Et s'il y a des complications, il vaudrait mieux l'hospitaliser et au cas par cas discuter le déclenchement avant. Et pour le mode d'accouchement, c'est pareil. Donc, s'il y a une macrosomie, on passera à la césarienne. Ou alors, s'il y a une rétinopathie proliférative sévère, parce qu'il y a un risque d'hémorragie, là aussi, on passera à la césarienne. Pour la prise en charge lors de l'accouchement, donc je voulais aborder avec vous donc quelques éléments importants. Donc si ma patiente est sous insuline et qu'on programme l'accouchement, il faudra réduire bien sûr les doses, surtout celles de la basale, la veille. Puis que ça soit un diabète gestationnel ou une patiente qui est déjà diabétique et qui fait une grossesse, donc il y aura un monitoring. On jouera entre les dextros, qui seront chaque 2 à 3 heures pour le diabète gestationnel et plutôt chaque 1 heure pour un diabétique de type 1, et l'ajout de sérum glucosé, en surveillant les dextros à chaque fois. Donc, idéalement, les maintenir entre 0,80 jusqu'à 1,50 g. Et bien sûr, les besoins vont baisser après la délivrance, donc il faut faire attention aux patients diabétiques de type 1 ou de type 2. Donc c'est ça, c'est ce que je vous ai mis en rose. Donc il faudra toujours maintenir la patiente entre 0,80 et 1,40 g, 1,50 g. Là, c'est pour le diabétique de type 1. Donc pour le postpartum, bien entendu, encourager l'allaitement maternel. On poursuivra la surveillance glycémique. Donc pour la diabétique de type 1, ça sera 6 fois jour et on adaptera la thérapeutique. Pour le nouveau-né, quant à lui, il faudrait idéalement qu'il soit allaité dans les 30 minutes en postpartum parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie, surtout si la patiente était sous insuline, donc quel que soit son diabète. Donc, et avec une alimentation chaque 2 à 3 heures. On fera des dextros chez l'enfant si la patiente était sous insuline ou si elle présente une hypotrophie ou une macrosomie. Idéalement, il faudrait avoir un lecteur adapté. On ne l'a pas, donc on fera des dextros. En cas d'hésitation, on passera à une glycémie veineuse.
Pour la patiente en postpartum, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ma patiente a accouché, elle avait présenté un diabète gestationnel. Donc, on devrait faire, donc on fait, comme je l'ai dit, le suivi par dextro 24 jusqu'à 72 heures. Si ça rentre dans l'ordre, on arrête l'insuline pour le diabète gestationnel et on fera un dépistage en postpartum, donc entre 6 et 12 semaines, par une glycémie à jeun ou idéalement par une HGPO. Puis, par la suite, si tout est normal, on refera un dépistage de diabète de type 2 chaque 1 à 3 ans en fonction des facteurs de risque. Pourquoi? Parce que la patiente est à risque métabolique de développer un diabète de type 2, de refaire un diabète gestationnel aussi, donc 30 à 84% des cas, de faire un syndrome plurimétabolique et des maladies cardiovasculaires. Pour l'enfant, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'il est à risque de développer un diabète de type 2, un syndrome métabolique par la suite. Donc, on surveillera idéalement par une courbe pondérale et on préconisera l'activité physique. Pour la contraception, si ma patiente présente des facteurs de risque cardiovasculaire, idéalement, ça serait de mettre sous dispositif intra-utérin. Sinon, si elle n'a pas d'autres facteurs de risque, on peut proposer des œstroprogestatifs, voire des progestatifs. En conclusion, je dirais que le dépistage ciblé du diabète gestationnel a toute son importance afin de prévenir les complications materno-fétales. La programmation aussi de la grossesse est capitale chez les patientes connues diabétiques afin d'éviter les malformations. Donc, la prise en charge du diabète gestationnel doit être pluridisciplinaire et un suivi rigoureux tout au long de la grossesse des comorbidités, un monitoring est essentiel. Enfin, je dirais que chez toute personne ayant développé un diabète gestationnel, une hygiène de vie doit être proposée, préconisée en postpartum afin d'éviter le syndrome plurimétabolique. Je vous remercie.